Bienvenue à tous sur le plateau d'El Janoubia. Bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission L'Entretien où aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Abdelaziz Chambi. Bonjour. Marhaba bik. Oubek, barakallah fik. Bienvenue à vous. Monsieur Abdelaziz Chambi, vous êtes d'origine tunisienne, ou le Tunis, de Tunis même. Et moi je vous ai connu à travers votre militantisme. Mais je me rends compte qu'en fait vous venez de loin. C'est pas né d'hier ce militantisme. C'est pas le militantisme qui est né avec Internet, dans le virtuel. Il y a du travail de terrain, il y a beaucoup de sueur, il y a beaucoup de combats. Aujourd'hui, vous êtes le président du CRI, la coordination contre le racisme et l'islamophobie. Comment tout a commencé? Ça a commencé effectivement très loin, il y a très longtemps. C'était dans les années 60, en Tunisie, à Tunis, dans un quartier populaire, à Bourgil, qui est devenu un quartier maintenant administratif, enfin un quartier très sélect. Et avec mon père qui était résistant, qui a pris les armes pour libérer la Tunisie, avec tous ses compagnons d'armes qui venaient de toute la Tunisie et qui venaient à Tunis. Quand ils venaient à Tunis, ils venaient chez nous. Donc j'ai grandi en écoutant les faits d'armes, en écoutant les péripéties, les risques qu'ils ont pris, l'intel qui était mort, etc. Donc j'ai grandi dans des faits d'armes de gens qui luttaient pour leur dignité, pour leur liberté et pour la libération de leur pays. Donc c'est un bain autrement plus militant. Donc j'ai grandi là-dedans. Et quand l'indépendance de la Tunisie a été acquise, moyennant beaucoup de sacrifices par environ 2000 combattants, il y a eu une négociation entre la France et Bourguiba et le Destour pour négocier une sorte d'indépendance arrangée, qui a mis de côté les vrais résistants. Mon père s'est retrouvé docker, par exemple, alors qu'il n'y avait pas de mécanisation. Donc j'ai vu mon père, moi, souffrir, travailler 3 jours d'affilée pour pouvoir nous payer notre scolarité, par exemple. Et ça a été une grosse blessure, ça a été vraiment parce qu'ils étaient un peu proches des youssefistes, parce que Salah Ben Yousef a été assassiné parce qu'il n'était pas sur la ligne politique de Bourguiba, il était plus pour une indépendance extra même maghrébine, qui était pour l'indépendance d'Algérie. D'ailleurs, des compagnons d'armes de mon père ont rejoint le maquis algérien après l'indépendance de la Tunisie. Donc il y avait une vision beaucoup plus arabe, intercontinentale. Oui, au-delà, en tout cas, parce qu'il y avait des liens même jusqu'en Égypte avec Nasser, etc. Entre autres. Donc j'ai grandi là-dedans. Mais c'est pas souvent ce qui arrive. Enfin, durant ces années-là, il fallait même avant même d'acquérir l'indépendance, on était déjà dans quel camp va-t-on choisir? Est-ce que c'est plus le camp des socialistes arabes ou bien un peu plus libéral Alors effectivement, les maquisards, enfin les résistants avec qui mon père était, le responsable était Tahar Aswad. Ils sont restés à 70 combattants ayant refusé de rendre les armes. Lorsque Mendes France a demandé que les Félagas ramènent les armes, ils lui ont dit nous on ramène les armes si on a une indépendance totale. Et donc il y a un historien tunisien qui s'appelle Alaya Srayer, qui a écrit, et c'est le seul qui a écrit ça, d'ailleurs je lui ai envoyé un mot de remerciement, quand j'ai découvert cette page de l'histoire de la Tunisie qui est occultée. C'est que les 70 combattants, ils ont obligé Mendes France à donner l'indépendance totale à la Tunisie. Mais en guise de remerciement, on les a mis au placard. Et il y a eu une vingtaine de milliers de cartes de faux résistants qui ont été créées et qui sont venus applaudir le grand Moujahid, etc. Donc il y a eu une sorte de falsification de l'histoire de la Tunisie où les vrais résistants ont été mis de côté. Et d'où la volonté de mon père de quitter la Tunisie parce qu'il a compris qu'il n'avait pas sa place là-bas avec d'autres résistants. Et donc il m'a mis dans une école française, donc le comble, la blessure narcissique, l'école Jeanne d'Arc à Tunis. Oui. Donc j'ai fait toute ma scolarité à Tunis. Donc c'est une école chrétienne. Une école chrétienne, école de bonnes sœurs, dans laquelle il y avait les fils d'ambassadeurs, il y avait les fils d'artistes, il y avait le fils de ministre actuellement, de président de la République. Moi j'ai fait l'école avec, et je disais tout à l'heure effectivement, l'examen d'entrée en 6e pour aller au lycée Carnot. Je l'ai passé avec Hafez Sebsi, que je salue au passage, et à qui j'avais donné le résultat du problème de calcul au lycée Carnot, parce que le surveillant était retourné, et il s'est retourné, je lui ai soufflé le résultat Non, faites gaffe, parce qu'on va lui retirer son... Non. Il y a prescription. Il y a prescription. 40 ans après, presque 50 ans après, non, 50 ans après, non. Donc voilà, donc c'est des images qui me marquent, parce que moi, le fils d'ouvrier, fils de docker, fils de résistant, je me retrouvais effectivement avec des fils de ministres, d'ambassadeurs, enfin des gens très aisés. C'est pas une souffrance, ça? Justement, c'est pas une souffrance. Ça a été un aliment, un carburant de résistance et de lutte. Parce que je voyais très bien qu'il y avait une injustice. Je voyais comment mon père, il avait sacrifié pour son pays et comment il sacrifiait pour nous nourrir. Et je voyais des enfants à côté qui étaient dans des situations de milliardaires. Et je pèse mes mots. Moi, je n'osais même pas dire où j'habitais. Par contre, quand j'allais à Mutuelleville ou j'allais à El Menza, chez les copains de classe, je restais bouche bée. J'ai découvert un Saint-Bernard qui avait une hutte, la niche,
qui était aussi grande qu'une petite maison, qu'une petite pièce dans Bourgel, dans laquelle habitaient 7-8 personnes. Et je pèse mes mots. Et ça m'a fait un choc. Vous aviez quel âge là? Moi, je devais avoir 10 ans par là, 10-11 ans. Donc on se souvient bien de ça. 10-11 ans, c'était effectivement, c'était des bureaux de sabot, on s'appelle ça, des maisons pour faire le linge. En fait. C'est des lavoirs, c'est des petites pièces qui servaient de lavoir, qui sont habitées par des familles entières. Et ces petites baraques-là, elles étaient aussi grandes que pas plus grandes que la niche du Saint-Bernard, que je découvrais pour la première fois. Voir un Saint-Bernard à Tunis, c'était pas rien non plus. Donc je voyais ce contraste-là, et en fait, ça me révoltait. Je ne pouvais pas concevoir qu'un pays qui se disait indépendant, libre, avec tout un tas de slogans et de concepts comme ça, révolutionnaires, etc., socialistes, etc., nous permettait de vivre comme ça avec des écarts énormes. Bon, Dieu merci, il y a eu les études, il y avait la possibilité de réussir, même si on était fils d'ouvrier ou fils de pauvre, etc. C'est pas rien. C'est pas rien, voilà. C'est pour ça que d'ailleurs la Tunisie, elle fait partie des pays les plus instruits, voilà, oui, avec des niveaux d'instruction assez élevés. Oui. Donc voilà, on en parlait effectivement tout à l'heure. Voilà, donc les Palestiniens et les Tunisiens, il y a même une inflation de diplômes aujourd'hui, on n'arrive même plus à savoir quoi en faire, quoi. Donc ils sont en train de quitter la Tunisie. Donc le militantisme, moi, il est né dans ce berceau-là, dans un berceau de résistance à l'occupant, au colonialisme, à l'armée française. Et je me rappelle d'histoires que mon père m'a racontées, où il était poursuivi par l'armée, il avait perdu des chaussures, il prenait des épines dans le pied, il était à 2 doigts de la mort. Et il était poursuivi par des avions. Enfin, ils faisaient leur prière dans la montagne, et à un moment donné, un avion passe et il mitraille son compagnon de prière. C'est-à-dire qu'il était dans le même rang que lui, il est mitraillé, tué sur le coup. Donc c'est des choses qui vous marquent, quoi. On dit, mais bon sang, voilà. Et ensuite, il y a la France. Ensuite, il y a la France. Donc, comme mon père a vu effectivement que l'avenir n'était pas en Tunisie, donc mon père, c'est pas un réfugié économique, c'est un réfugié politique, en fait, avant l'heure. Il n'a pas demandé de statut, bien sûr, mais il nous a amenés, il est venu. Moi, je suis venu avec lui, effectivement, en 70. Et en 72, on a fait venir toute la famille. Donc, et quand je suis arrivé, déjà, même avant que j'arrive en France, quand il venait en vacances en Tunisie, donc, parce qu'il travaillait ici, il me faisait écrire des lettres en français au président de la République. Donc, il demandait un retour sur investissement. Il m'a fait l'école française, il m'a mis dans l'école française, mais il voulait que je défende ses droits. Donc, j'écrivais des lettres au directeur départemental du travail, à la présidence de la République, au ministre du Travail, en français. Et quand je suis venu ici avec lui en 70, et je me suis retrouvé dans une chambre de 15 mètres carrés, à une dizaine de personnes là-dedans, quoi, chez les marchands de sommeil. Et non seulement je défendais alors les droits de mon père, mais les droits des collègues aussi de chambrés. Donc, parce qu'eux aussi, ils avaient des problèmes avec leurs employeurs, avec le patron, et on avait définitivement le propriétaire de ce boui-boui. Vous avez été un militant toute votre vie, alors? Oui, enfin, j'allais dire malheureusement, non, heureusement. Malheureusement, peut-être pour certains, parce qu'ils pensent que réussir, c'est faire du fric, devenir riche, etc. Non, on peut aussi être riche différemment, riche de combat, riche de dignité, riche de fierté, riche de... Mais, Abdelaziz, et vous avez dû aussi connaître beaucoup d'ingratitude. Malheureusement, parce que sur le chemin, malheureusement, sur ce long chemin, quand on défend les autres, parfois de temps à autre, on est quand même... Malheureusement, c'est quelque chose qui est très violent parce que c'est pire que votre ennemi politique. Vous avez un ennemi politique, je sais pas, moi je pense au Front National par exemple. Voilà, à un moment donné, voilà, je sais à qui j'ai affaire. Mais quand c'est quelqu'un qui est dans vos rangs et qui vous donne un coup de couteau dans le dos, c'est terriblement douloureux. Pas plus tard qu'il y a 2-3 mois, je suis passé au tribunal en cour d'appel parce que le procureur a fait appel de ma relaxe. J'ai été envoyé au tribunal en 2017 parce que j'ai défendu une famille à qui on a enlevé 5 gosses. Et la fonctionnaire qui m'accusait d'outrage a dit « J'ai vu M. Jambi dans la délégation ». Or, ce n'était pas moi, c'est quelqu'un d'autre de l'association CRI, qui s'appelle Driss, qui était dans la délégation. Et j'ai demandé à ce Driss de faire un témoignage pour me disculper, je ne l'ai pas obtenu. Donc voilà une des formes d'ingratitude. Il y a des gens qu'on a défendus, on a passé des journées, des soirées à écrire, à téléphoner, à faire des démarches, et n'ont jamais eu le réflexe de donner 20 € de cotisation à notre association. On n'a pas de salariés, on est tous bénévoles, donc on ne demande pas la lune. On demande simplement un minimum de fonctionnement pour les frais de déplacement, pour les frais de téléphone, pour les démarches, etc. Mais c'est pas grave. Moi je suis musulman, je suis croyant, donc je sais que rien n'est gratuit, que tout ce que j'entreprends avec une intention sincère, il me sera rétribué. Je n'attends rien des hommes, en fait. Ça fait mal, ça déçoit, bien évidemment. Ouais, quand vous travaillez avec des musulmans pendant 20 ans ou 25 ans pour créer des outils, pour défendre des idées, pour travailler sur une vision, sur un projet de vie, et que vous apprenez au bout de 25 ans que le camarade avec qui vous étiez ou le frère avec qui vous étiez faisait des calculs bassement matériels en disant « Mon plan a fonctionné comme j'ai voulu et c'est moi qui ai donné le dernier coup de bâton au président de l'association ou à Abdelaziz pour qu'il dégage », ben vous tombez des nues.
Surtout sachant que c'est des musulmans pratiquants. Vous êtes avec lui à la prière. Alors, ça m'a rappelé en fait l'exemple du prophète, alayhi salatu wassalam, quand il avait des compagnons derrière lui qui pleuraient derrière lui. Ils priaient, ils pleuraient de piété, de concentration, de crainte. En vérité, c'était des hypocrites. Mais ils n'attendaient qu'une chose, c'est de le tuer. Donc je relativise un peu mes blessures et mes coups de couteau en faisant référence à la tradition prophétique. Mais alors, vous êtes président du CRI, donc cette coordination contre le racisme et l'islamophobie. Vous avez des concurrents, si j'ose dire, enfin des partenaires. Il y a d'autres associations qui sont dans le même... Alors effectivement, il y a le CCIF qui a été créé en 2003. Moi, j'ai milité avant dans le cadre du collectif des musulmans de France avec le fondateur, qui est Sami Débat, entre autres. Et nous avons créé CRI parce qu'on s'est rendu compte que dans le combat sur ces questions d'islamophobie, il y a une dimension qui est manquante. C'est la dimension politique. On ne peut pas combattre l'islamophobie simplement en entamant des procédures et en suivant, en occupant que le domaine juridique. Pour nous, il y a un domaine qui est politique et c'est le fondamental pour nous parce que qui a décidé de la loi du 15 mars 2004 qui exclut les jeunes filles de l'école, les jeunes filles musulmanes? Ce sont des politiques. C'est l'Assemblée nationale, c'est des hommes politiques, c'est des ministres, c'est des députés. Vous voulez aller sur le terrain politique. Exactement, et on l'a prouvé justement en allant sur le terrain politique qu'on pouvait reculer des projets qui sont éminemment dangereux. Le projet de la loi sur les nounous, par exemple. Certains ont entendu parler de cette fameuse loi sur les nounous qui a été votée. La loi sur les nounous, c'était, rappelez-nous un petit peu. Alors je vous rappelle, c'était en 2010, il y a une proposition de loi qui a été faite par les radicaux de gauche, en disant on veut une loi qui interdise aux mamans voilées de porter le foulard chez elles, de garder un poster de la Mecque chez elles, d'avoir un tapis de prière chez elles. C'est-à-dire que, je sais pas, votre épouse, votre fille, votre tante ne peut pas garder le foulard chez elle, sinon on lui enlève l'agrément. C'est l'inquisition. C'est-à-dire que vous avez une inspectrice ou une assistante sociale qui vient, elle vous dit non, madame, là, ce poster de la Mecque, c'est un signe religieux, donc on vous enlève l'agrément. Ça veut dire que si on avait laissé passer cette loi, ce sont des dizaines de milliers de mamans qui n'auraient plus jamais travaillé, ou de femmes qui n'auraient plus jamais travaillé, parce qu'elles ne pourraient pas garder des enfants chez elles. Et Dieu merci, on ne s'est pas garé. On a fait une occupation des locaux du Parti Socialiste à Lyon. On a rencontré le député maire. Et il nous a dit, si Hollande passe, donc votez pour Hollande, si Hollande passe, on la mettra au placard. Et là... Donc vous avez appelé à voter pour Hollande. On a appelé à voter pour Hollande, on s'est battu pour qu'effectivement cette loi reste au placard. Et là, moi je dois reconnaître qu'ils ont été respectueux de leur engagement. Pour preuve, c'est quand Hollande est passé, les radicaux de gauche ont essayé de la remettre au niveau de la commission des lois, ont reproposé cette loi des nounous, et le Parti socialiste l'a éjectée en disant non, on ne veut pas de cette loi parce qu'elle fait polémique. Au moins sur ce plan-là, ils ont respecté leur engagement. Sur le reste, c'est autre chose. En tout cas, mais pourquoi voulaient-ils cette loi, ces radicaux de gauche? Est-ce qu'on est dans cette idée que l'islam et les musulmans font peur On est dans l'idée de substituer une laïcité apaisée, une laïcité de neutralité, par une laïcité de combat qui serait une nouvelle religion. Des gens, des extrémistes laïcs, confondent la laïcité et la guerre aux religions. La laïcité, c'est la séparation des pouvoirs, c'est la liberté de culte. Ouais. C'est un principe. C'est un principe philosophique, réglementaire, politique, etc. Eux, ils veulent transformer cette neutralité de l'État, cette laïcité, en arme de lutte contre le religieux, et particulièrement la religion musulmane. Parce que la religion musulmane pose problème à leurs yeux. Parce qu'ils pensent que, à juste titre, ils se sont battus contre l'Église catholique qui était dominante et omnipotente. Mais je veux dire, on est passé de là. La révolution est venue par là. Les droits de l'homme sont là. La Constitution est là. On n'est plus dans une ère où le religieux a une incidence sur le politique ou a subordonné le politique à ses désirata. Que je sache, je n'ai pas vu, moi, des musulmans imposer quoi que ce soit à un maire ou à un ministre ou à un gouvernement. Après, c'est une question de rapport de force politique. C'est des citoyens qui agissent en fonction de leur référentiel politique, idéologique ou religieux. Et ça, c'est la démocratie. Donc, il y a des gens qui ont voulu, effectivement, bouffer du curé à travers du musulman. Donc, ils ont voulu un peu continuer ce combat du début du XXe siècle en prenant les musulmans comme bouc émissaire. Et c'est un peu malhonnête parce qu'ils utilisent des artifices, ils utilisent beaucoup d'armes qui sont vraiment dangereuses. Par exemple, en faisant croire que la laïcité, c'est une nouvelle religion, en faisant croire que l'espace public, c'est le service public, en disant oui, la religion, chacun pour soi, chacun la garde chez soi. Non. La Constitution, la Convention européenne des droits de l'homme vous permettent d'exprimer votre religion en public, en privé, de la pratiquer individuellement et collectivement. Donc je ne vois pas au nom de quoi on voudrait restreindre ces libertés-là. Alors ça, c'était sur la laïcité. Vous, le militant que vous avez toujours été, a vécu comment le changement politique survenu dans votre pays, la Tunisie ?
Alors moi j'étais fier. D'ailleurs c'est ce que j'ai dit. Hein. Moi la première fois que j'ai porté le drapeau tunisien, c'est après la révolution, pendant la révolution. Ouais. Pourtant je suis tunisien, fils de résistance, je l'ai jamais porté. Ouais. Parce qu'il m'a toujours rappelé une usurpation. Le drapeau tunisien, moi, mon père, ma famille, les amis de mon père, les résistants, pour eux c'était une usurpation. Ce drapeau-là, il a été souillé par des accords, par une instrumentalisation de leur lutte et par la mise au pouvoir de gens qui étaient proches des forces coloniales. La preuve, il n'y a qu'aujourd'hui qu'on vient de prendre connaissance du protocole qui a été signé entre la France et la Tunisie, les autorités le destour. À l'époque. À l'époque, et il n'existe même pas en arabe. C'est-à-dire personne ne savait jusqu'à maintenant. Il est qu'en français et on vient d'y avoir accès tout récemment. Et on ne sait même pas ce qu'il y a dedans. Alors, ce qu'il y a dedans, bien sûr, c'est comment la France a mis en place tout un dispositif pour protéger ses arrières, pour continuer à mettre la main sur le sel, sur le phosphate, sur l'agriculture, sur des tas de choses, des tas de richesses minières, entre autres, en Tunisie, pour un siècle ou 2 siècles. Donc vous étiez enthousiaste en 2011 ? Alors bien sûr j'étais enthousiaste, pour moi c'est une renaissance. Ouais. Un dictateur qui tombe, alors que Dieu sait que moi j'ai eu affaire aux sbires du dictateur, j'ai été arrêté, j'ai été torturé au ministère de l'Intérieur, etc. Mon épouse a été bloquée avec ma fille pendant plusieurs mois là-bas. Je sais de quoi étaient capables Ben Ali et ses sbires. Et quand la révolution est arrivée, ben, c'était une renaissance. D'accord, mais ensuite vous avez... Alors moi je me suis engagé. Vous êtes au courant, beaucoup de Tunisiens sont déçus depuis... Alors oui, mais entre-temps quand même il y a eu un élan extraordinaire, il y a eu un foisonnement d'associations tunisiennes ou franco-tunisiennes qui ont commencé à s'intéresser à la Tunisie. Parce que beaucoup de gens avaient fait le deuil de la Tunisie. Beaucoup de Tunisiens qui étaient ici avaient oublié, certains ont même francisé leur nom, ils ont changé d'identité, ils ont oublié. Et nous, on a vu des gens, parmi ces gens-là, revenir en disant « Oui, je suis tunisien, je suis fier d'être tunisien ». On a créé l'association Les Amis de Bouazizi, par exemple, juste à l'occasion de la Révolution, pour justement défendre ce processus révolutionnaire et démocratique, cette transition-là. Donc moi, j'ai été nommé secrétaire général de l'IRI France 2 par exemple, l'instance régionale indépendante pour les élections. On a fait en sorte qu'il y ait des élections propres et transparentes, que ce ne soit plus les 99% de Bourguiba ou de Moubarak, etc., ou de Sisi en ce moment, mais de faire en sorte que ce soit des élections vraiment démocratiques et transparentes. Et on a été exemplaire à France Sud, puisqu'on a été la seule IRI à avoir détecté des trafics des anciens du RCD qui sont rentrés par la fenêtre. Mais quel bilan vous faites aujourd'hui ? Alors le bilan aujourd'hui, c'est qu'on est déçus quand même. On a eu un gros espoir qui a été déçu. Vous avez une explication de ce... Moi, personnellement, je pense qu'il y a une explication, c'est le fait qu'on n'a pas éradiqué la mafia. Ben Ali est parti, mais le système Ben Ali est resté là. La corruption est toujours là. L'administration est toujours corrompue. Et la composition de la classe politique actuelle fait que deux grands groupes se sont partagés le gâteau. Enfin, Nahda et Nida Tounes se sont partagés le gâteau, ils ont placé leurs hommes à droite à gauche. Et ils essayent un petit peu de faire du saupoudrage en réalité, parce que la corruption est là, les mafieux sont là, le trafic est toujours là. Moi, j'ai eu affaire à l'administration cet été, ma femme était obligée de rester, elle est restée 6 mois pour sortir un pneumatique de la douane parce qu'on a refusé de donner du bakshish. On a refusé de donner de l'argent à la rachwa. On nous l'a dit textuellement. On a dit si vous ne donnez pas, et on a souffert, on a payé le prix fort, mais elle a dit non, nous on ne veut pas. Parce que le changement commence aussi par nous. Donc le pays est quand même corrompu. Les gens sont en train de quitter la Tunisie. C'est-à-dire l'intelligence est en train de partir. Il y a 90% des étudiants tunisiens qui ne reviennent jamais en Tunisie, alors que l'État leur a payé leurs études souvent. Aujourd'hui, il y a des magistrats, des médecins, des ingénieurs, des gens très hautement qualifiés qui sont en train d'apprendre l'allemand, l'anglais, pour pouvoir quitter la Tunisie. C'est quand même dramatique. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Ce qu'il faudrait faire, c'est la justice sociale, c'est répartir les richesses de manière égalitaire. C'est faire en sorte que les terres agricoles soient données aux gens qui veulent travailler. Faire en sorte que ceux qui ont des diplômes, et les surdiplômés qui ne peuvent pas travailler, qu'on leur donne la possibilité de créer des entreprises. Qu'on ramène l'argent volé. L'argent que Ben Ali a mis à l'étranger, il n'est toujours pas revenu, que je sache. La Suisse n'a pas rendu l'argent, des banques françaises n'ont pas rendu l'argent, des paradis fiscaux gèrent encore des milliards du peuple tunisien qui n'a pas été restitué. Et aujourd'hui, on a même quelque chose qui est dangereux, c'est que l'instance Dignité et Vérité, qui est présidée par Ben Sedrine, est en danger. Elle-même est visée et l'instance elle-même est visée. Parce que les corrompus veulent se débarrasser de cette instance-là parce qu'elle est en train d'ouvrir des dossiers de corruption. C'est-à-dire où est parti l'argent, qui a bénéficié de l'argent, qui a mis en place des systèmes parallèles, qui aujourd'hui continue à faire rentrer des tonnes et des tonnes de containers au black sans payer les taxes, etc. Donc c'est un système mafieux. Aujourd'hui, la mafia a repris le dessus. La corruption, les marchés parallèles représentent plus de 50% de l'économie en Tunisie. C'est pas rien.
Donc, donc aujourd'hui, nous on dit, il faut en Tunisie des hommes et des femmes courageux qui prennent des décisions pour, non pas comme l'a fait M. Chahed, arrêter 2 ou 3 personnalités comme ça, qui ont trempé dans la magouille et dans la corruption, mais éradiquer le système dans son ensemble. Aujourd'hui, grâce aux banques... Donc ce serait une nouvelle révolution, repartir dans... Ah, franchement, s'ils ne font pas un travail d'épuration du système administratif, bancaire, économique, c'est le petit peuple qui va se lever, et le jour où il va se lever, ça va faire très très mal. Moi j'ai peur pour la Tunisie, je vous le dis honnêtement. Parce que si les gens se réveillent, parce que moi je suis allé, j'ai fait le tour avec des militants français, etc., des militants de la diaspora tunisienne en Tunisie, on est allé dans des régions que j'ai connues il y a 60 ans, et rien n'a changé. La seule chose que j'ai vue qui a changé chez eux, c'est qu'ils avaient un téléphone portable et une parabole. Autrement, les vêtements, la misère, les gourbis, l'eau absente, l'électricité absente, toujours là. Donc c'est quand même dramatique qu'au bout de 60 ans, des régions soient encore oubliées de tout développement. Je pense en particulier à l'ouest de la Tunisie, au sud-ouest, c'est terrible. C'est des régions qui sont... Donc ces gens-là, si demain ils se révoltent, je pense que ça va être sanguinaire. Et je prie Dieu pour qu'on évite justement cette situation-là. Alors, revenons maintenant en France. Sur toutes ces années de militantisme, vous avez vu l'évolution de la communauté maghrébine ou la communauté musulmane en France. Quel tableau vous dressez de cette évolution, hein? On parle souvent, donc vous êtes venu, vous, dans les années 70 en France, donc vous êtes venu en fait avec la première grande vague d'immigration, parce qu'il y en avait bien avant, il y en a toujours eu. Moi, je défends l'idée qu'il y a toujours eu du va-et-vient entre le nord et le sud de la Méditerranée. Depuis le début du XXe siècle. Même avant. Même dans l'Antiquité, il y avait. Dans l'Antiquité, parce que c'est pas parce qu'il n'y avait pas la télé, c'est pas parce qu'il n'y avait pas la télé qu'il n'y avait pas du va-et-vient. On allait à l'Empire romain, il y avait des Noirs, il y avait des gens qui venaient de Carthage, etc., etc. Tout à fait. Mais donc, allez, on fait un petit peu ce que tout le monde connaît. Les années 70-80, les grandes vagues d'immigration qui viennent du Maghreb puis d'Afrique subsaharienne. Il y a une évolution quand même dans l'approche de qu'est-ce qu'être français aujourd'hui. Et quel tableau vous dressez? Moi, je dresse un tableau, j'allais dire... Parce qu'il y a quand même quelques problèmes. Oui, bicolore. C'est-à-dire, dans un sens, on a une immigration qui s'est installée. On a les 3e ou 4e générations aujourd'hui qui sont installées, qui se considèrent chez eux et qui font ce qu'il faut pour occuper des postes, des espaces, des places qui leur permettent une reconnaissance ou une existence plus ou moins égalitaire. Je dis plus ou moins égalitaire. Ah. Ça marche, ça ? Plus ou moins. Il y a encore discrimination, il y a encore un plafond de verre, mais quand même. Bon, voilà. Donc moi, par exemple, j'ai mes 3 petits frères. Je me suis promis de les pousser pour les amener à la fac. Je les ai amenés à la fac. Il y en a plein. Et moi, je suis quasiment de la première génération. Je suis à cheval sur la première, deuxième. Donc il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui. J'ai une nièce qui est médecin, j'ai une nièce qui est juriste. Enfin, dans ma famille, je vois bien que cette génération-là qui arrive, nos enfants, sont en train de prendre des postes. Et d'ailleurs, on doit les remercier, on doit les féliciter. Parce qu'arriver avec les handicaps qu'ils ont au départ, à faire des études et arriver à Bac+7, Bac+8, c'est énorme. Parce qu'il y a les difficultés familiales, les difficultés économiques, il y a le racisme. Vous savez qu'on vient de faire des statistiques dernièrement, on s'est rendu compte que les enfants maghrébins sont sous-notés inconsciemment par les professeurs. Parce que le professeur, il sait que c'est Mohamed, donc inconsciemment, il sous-note Mohamed. Et ça a été vérifié. Mais comment on peut vérifier ça? On peut vérifier parce qu'ils ont regardé les notes, des correcteurs ont pris les travaux corrigés par des professeurs. Je vous retrouverai les références de cette étude. C'est une étude, hein. C'est une étude scientifique. Et on s'est rendu compte, effectivement, que chaque fois que le prof voit Fatima ou Mohamed, dans son subconscient, eh ben, il sous-note. C'est quand même terrible. C'est costaud comme démarche. Donc ces gamins qui arrivent à réussir malgré tout ça, malgré le contexte, malgré les conditions familiales, les conditions matérielles, ils réussissent. Moi je dis il faut leur tirer chapeau. Donc eux réussissent. Et d'un autre côté, là où il y a un petit problème, c'est la dimension identitaire de cette immigration. Donc du temps de nos parents, moi je me rappelle, l'islam n'était pas visible. Il y avait un islam des caves, ce qu'on appelait, donc nos parents, et même le ramadan, on avait du mal à savoir parce qu'il fallait téléphoner au bled, il y avait des radios à ondes courtes, on essayait de capter, en Ardèche, on ne captait rien, enfin bref, c'était voilà, quelque chose, il n'y avait pas de boucherie halal par exemple, on allait chez le boucher du coin, on prenait de la viande classique et on mangeait le bœuf comme il était, machin, on l'achetait chez le paysan de temps en temps. Donc sur le plan de la visibilité de l'islam, il n'y avait pratiquement rien. On ne voyait pas de foulard, au contraire les femmes qui venaient... Donc vous avez par exemple, vous avez vu cette évolution oui. où
on passe justement au côté visible. Tout à fait. On a vécu toutes ces périodes-là jusqu'aux années 80, milieu des années 80. Moi, j'ai participé à la marche de 1983, la marche pour l'égalité des droits contre le racisme, parce qu'à un moment donné, on a dit, nous, on n'est plus nos parents. Nous, on est citoyens de ce pays, on veut les mêmes droits que les autres. On est descendu, on a crié, on a marché, on a revendiqué, et on nous a dit, bah non, vous êtes toujours les descendants d'émigrés. Vous êtes les deuxième génération, après troisième, quatrième, cinquième. Alors que les copains portugais que j'avais, italiens, espagnols, eux, on parlait plus de deuxième génération. Eux, hop, tranquille, la machine les a intégrés et ils sont devenus citoyens comme les autres. Nous, on a commencé à nous mettre les barrières. Et on s'est dit, mais bon sang, à l'époque, moi j'ai connu l'époque où Jamel, il s'appelait Jimmy, Fatima, elle s'appelait pas Fatima, elle s'appelait Fafa, ou Jacqueline, ils changeaient les prénoms, les Maghrébins. Ils se défrisaient les cheveux, comme les Noirs aux États-Unis. Ouais. Donc on était dans ce registre de l'assimilation identitaire. On était dans un déni culturel et identitaire. Parler de l'islam à l'époque, moi, je n'ai pas fait la marche en tant que telle. J'ai organisé, parce que j'étais président d'une ASTI, j'ai organisé le comité Drom Ardèche avec les camarades de lutte, mais je ne l'ai pas fait parce que je faisais la prière. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire au milieu des copains qui fument, qui boivent, qui draguent les femmes, etc. Eh bien, c'était presque une tare d'être musulman à l'époque. Et Dieu merci, donc on a vu que malgré les concessions, ben, on nous a dit retournez à votre immigritude, à vos banlieues, à vos origines de descendants de Félouz. Ouais. Donc là, à partir de 84-85, il y a la question de l'islam qui est revenue en disant ben nous, on ne va plus faire abstraction de cette part de notre identité. On va se réclamer comme musulmans, citoyens et musulmans. Et on a créé l'Union des jeunes musulmans en 86 à Lyon, par exemple, et d'autres. Et on a commencé à faire... C'est vous qui avez commencé à faire des conférences, tout à fait. Organiser en français, des événements. Alors on a voulu effectivement permettre aux jeunes qui ont grandi ici, qui ne connaissent pas la langue arabe, d'avoir accès aux référentiels religieux en français. Donc on a fait une maison d'édition Tawhid, pour traduire des livres en français, pour produire des livres en français. Et c'est là qu'on a fait émerger Tariq Ramadan à partir des années 92-93, pour justement amener... C'est vous, c'est l'Union des jeunes musulmans. Vous faites venir Tariq Ramadan à Lyon, et on l'a promu effectivement à partir de ces années-là, à travers le collectif des musulmans de France. Alors on s'est rendu compte avec le temps que j'ai l'impression qu'on n'a pas eu une transition en douceur. On est passé de l'islam des caves à l'islam du salon, directement. Alors qu'il aurait fallu peut-être faire une petite entrée dans le hall, dans le salon, dans la salle à manger, avant d'aller dans la chambre à coucher. Donc on est allé trop vite en besogne. On a fait débarquer un concept nouveau, l'islam européen, l'islam français, avec un costume, cravate, je sais pas quoi, qui parle bien français, etc., qui connaît les fondements de la République, qui connaît l'histoire de la Révolution française, etc., etc. Et ça, c'est gênant, c'est déstabilisant, parce que vous passez du stade d'enfant de coloniser, à enfant de coloniser, à quelqu'un qui remet en cause l'institution et le système. C'est dangereux. Dans n'importe quel système, il y aurait eu une confrontation frontale. Donc moi, je dis, avec le temps, on n'a pas fait de pédagogie suffisamment importante. Vous regrettez ça, alors? Moi, je regrette quand même un petit peu ça. Ouais. Parce que amener le débat intellectuel sur l'islam dans les salons de la République, chez les intellectuels, mais ça ne suffit pas, il faut que l'opinion suive. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, regardez le retour de bâton. On a l'extrême droite qui monte dans tous les pays francophones, dans tous les pays de l'Europe. On a un courant laïcard qui est en train de faire la guerre à l'islam et en faisant une confusion entre islamistes, terroristes, musulmans et islamiens. Moi, aujourd'hui, je revendique l'identité d'islamien. Voilà, je dis il y a un concept nouveau, je veux l'imposer moi aujourd'hui et je vais essayer d'écrire dessus. Je suis ni islamiste, ni musulman lambda, je suis islamien. Comme l'autre, il serait chrétien. Quand on dit monsieur est chrétien, ça ne pose pas de problème. On stigmatise pas quelqu'un parce qu'il dit je suis chrétien. Par contre, quand il dit je suis musulman ou islamiste, c'est la cata. Mais il dit pas, il dit je suis français, il s'arrête là. Oui, mais on pourrait s'arrêter là. Non, mais sauf que quand il exprime sa chrétienté ou sa croyance, on lui en tient pas, on fait pas grief. On lui en tient pas grief, on lui reproche pas. Aujourd'hui, musulman, oui, mais qu'est-ce que tu penses des talibans et qu'est-ce que tu penses du fils du GIH? Vous voulez lui dire, on lui demande de se justifier. Sur tout le... Il y a eu des attentats, mais alors pourquoi vous ne laissez pas dans les rues? Pourquoi vous ne condamnez pas? Mais moi, ça ne me concerne pas. Pourquoi quand il y a des pédophiles dans l'église, on demande aux chrétiens de descendre manifester, de dire désolidarisez-vous des prêtres pédophiles? C'est pas possible. Quand il y a eu la guerre en Irlande, etc., on ne demandait pas aux chrétiens, aux protestants de se démarquer de ceux qui faisaient des bombes et faisaient des attentats. Pourquoi, lorsqu'il s'agit des musulmans, nous sommes d'aller là-dedans? Donc moi, je dis, il y a une phase de transition qui a été mal faite. En même temps, Abdelaziz, quand vous dites nous sommes, c'est que quelques-uns qui sommes. C'est que quelques-uns. Non, malheureusement. C'est pas la France entière. Non, pas malheureusement, quand on entend les radios, les intellectuels, beaucoup d'hommes politiques, vous écoutez les grandes gueules, par exemple sur RMC, ils ont 4 millions ou 5 millions d'auditeurs, vous écoutez les députés. Ils font le spectacle. Non, ils font le spectacle, mais n'empêche que dans une masse
quasiment inculte, parce que l'opinion publique française, elle est gavée à coups j'allais dire, de préjugés souvent sur l'islam, et ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas les moyens de prendre du recul, de découvrir ce que l'islam, de savoir faire la distance. Moi, je crois qu'ils le font, qu'il y a un recul qui est pris, et je vous donne juste un exemple. C'est que quand, j'expliquais ça la dernière fois aussi, c'est que quand, au moment des élections, malgré tout ce qu'on leur dit, malgré tous ces flashs comme quotidiens, réguliers, eh bien, on ne vote pas pour les partis d'extrême droite, mais quand même. où on ne prend pas les décisions les plus extrêmes, mais on revient à la mesure. Et ça, il n'y a pas beaucoup de peuples qui sont capables de le faire. Excusez-moi de dire, moi, je veux pas dire que le peuple français est raciste. Moi, c'est un peuple qui est adorable quand il n'est pas manipulé, quand il n'est pas incité à la haine de l'autre. N'empêche que Marine Le Pen est arrivée au second tour présidentiel. Moi, j'ai connu Le Pen quand il faisait 0,2%, 0,3%. Moi, j'ai milité à l'extrême gauche dans les années 70. C'était kiff-kiff, quoi. Ils étaient à peu près au même niveau. Aujourd'hui, ils arrivent quand même à faire 11 millions de voix. C'est pas rien. Donc, on ne peut pas dire que les thèses de rejet... Elles ont progressé. Elles ont progressé, elles sont là. Alors moi, Dieu merci, je fais confiance quand même au peuple français qui, in fine, ne donnera pas le pouvoir à ces gens-là. Mais il y a quand même de quoi s'inquiéter. Alors nous, il faut qu'on soit intelligents. Est-ce que nous, on va continuer à alimenter la machine infernale? Est-ce qu'on va continuer à faire de la provocation, de la visibilité et sans pédagogie? Je dis non. Je dis il faut prendre le temps d'expliquer. Qu'est-ce que c'est que ces choix religieux? Qu'est-ce que c'est ces choix culturels? Qu'est-ce que c'est que ces choix idéologiques? Pourquoi je suis musulman pratiquant? Pourquoi je tiens à ma religion? Pourquoi je dis qu'il y a une spiritualité qui m'équilibre? Pourquoi nous, on a prouvé par A plus B, en travaillant sur les banlieues lyonnaises, que l'islam est un facteur d'équilibre pour beaucoup de jeunes. On a sorti des gens de la délinquance, de la drogue, de la prostitution, du terrorisme. On a sauvé des gens du terrorisme. Moi, personnellement, j'ai chassé quelqu'un qui venait racoler dans les mosquées en disant « Oui, le paradis, il est sous l'ombre des épées. Vous leur faites des cours sur la spiritualité, il faut les envoyer en Afghanistan. » Je lui ai dit « C'est toi qu'on va envoyer, etc. » Et j'étais très vulgaire d'ailleurs pour le sortir de la mosquée. Donc nous, on a fait ce travail-là. On s'est rendu compte que l'islam, bien expliqué, bien compris, est un facteur d'équilibre, de progrès, de paix sociale et, j'allais dire, de bien-être pour l'ensemble de la société. Parce que moi, je préfère avoir un jeune musulman qui ne fume pas, qui ne boit pas, qui ne vole pas, qui ne ment pas, qui ne casse pas, à la place d'avoir des têtes brûlées à qui on n'explique pas l'islam et qui du jour au lendemain se revendique djihadiste et dit Allah Akbar alors qu'il est sorti du bistrot hier soir ou qu'il a fini de dealer ses plaquettes de shit ou ses lignes de coke. Donc aujourd'hui, c'est ça. Vous regardez les terroristes, ceux qui nous empoisonnent la vie, 80% d'entre eux, ce sont des anciens délinquants, voire des délinquants. Et du jour au lendemain, c'est les borderline, du jour au lendemain, il se dit « Ah, ça y est ». Donc il est désespéré, il va détruire les gens autour de lui, et il va dire « Allez, je vais essayer de me racheter une place au paradis ». Mais c'est pas comme ça, bonhomme. C'est pas parce que tu dis Allah Akbar que tu vas aller au paradis. Tu tues des innocents, tu détruis une société. Nous, on ne veut pas de ça. Et qu'est-ce que, aujourd'hui, quel est le chantier qui est le vôtre? Aujourd'hui, le chantier, c'est de sortir des luttes communautarisées. Moi, je remarque qu'il y a une régression. Hier, j'ai regardé une émission sur France 2 sur les luttes à Talbot, Talbot-Poissy, tout ça, à l'Île-Seguin, etc., Renault. Les luttes des travailleurs dans lesquelles nos parents étaient engagés. Ils étaient dans la CGT, dans la CFDT, etc., FO. Ils se bagarraient pour leurs droits. À l'époque, on était ensemble. Travailleurs immigrés, travailleurs français, même patron, même combat, même salaire. On réclamait les choses en tant que citoyens avec d'autres. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, c'est le CRAN qui est là pour les Noirs, les indigènes pour les indigènes, le CCIF pour les musulmans, le CRI pour les musulmans, les Roms pour les Roms, mais c'est hallucinant. On est dans une société, on est dans une balkanisation sociétale. Nous, on dit qu'il y a une régression à ce niveau-là. Il faut qu'aujourd'hui, les institutions classiques de défense des droits, la Ligue des droits de l'homme, le MRAP, pour nommer que les deux plus importantes, ou Amnesty International, s'emparent de ces problématiques pour éviter justement le cloisonnement et la communautarisation des luttes. D'accord. Alors j'ai l'impression que moi, au bout de 42 ans de lutte, je me dis, là, on a régressé. Et moi, je n'en dis que d'une chose, je le dis toujours, j'ai envie de dissoudre CRI à condition de voir une instance de droit commun. Je l'ai dit d'ailleurs au président, le nouveau président de la LDH, je lui ai dit on a besoin de Mouloud Aounit à la LDH. Mouloud Aounit, Allah yarhamouka, il était au MRAP, il s'est battu pour amener la question de l'islamophobie comme un combat légitime contre une forme de racisme nouvelle. Et la LDH, ils doivent faire la même chose. Et nous, ça nous soulagera. On pourra avoir le temps, nous, de nous occuper de nos loisirs ou de nos familles ou nos oignons et laisser au moins cette mission-là à des institutions qui sont financées par le denier public et qui sont capables de faire comme il faut. On les a vus sur la question de l'antisémitisme, par exemple. On ne va pas dire que la LDH n'est pas aux aguets, ne monte pas au créneau dès qu'il y a de l'antisémitisme, voire même parfois de la négrophobie, de la homophobie. Mais là, sur l'islamophobie, tout le monde traîne la patte.
Ce qui explique cette myriade d'associations qui émergent et qui rentrent dans une forme de séparatisme politique. Et moi, je dis, on n'a pas besoin de ça, franchement. Moi, j'ai été dans un certain nombre de structures, je les ai quittées parce que, voilà, c'est pas par là que ça se passe. C'est des voies de garage, c'est des fonds de commerce. Il y a des gens qui font de la misère des minorités un business, un tremplin politique, un moyen d'écrire des bouquins. Je viens d'apprendre dernièrement, une personne qui était avec nous à CRI s'est lancée, après avoir pris quelques dossiers, dans l'écriture d'un bouquin. Moi, ça fait 42 ans que je milite, j'ai jamais pris le temps. D'abord, j'ai pas le temps d'écrire un bouquin. Moi, je suis toujours sur le terrain et il y a toujours de la demande. Mais que des gens, du jour au lendemain, utilisent les malheurs des uns et des autres pour faire des carrières et des business, je dis, attention, c'est pas respectueux, ça. C'est pas digne. Merci Abdelaziz Chambly. Merci à vous, en tout cas. Voilà, donc on a le parcours de 42 ans de militantisme, 42 ans d'histoire, quand même. À bientôt pour un nouveau numéro de l'émission L'Entretien sur votre chaîne Al Janoubia TV. Au revoir.